bonjour à tous, bon midi, bienvenue au Cyrano pour un de nos séminaires lunch séminaire midi. Donc on a aujourd'hui l'occasion d'accueillir deux de nos éminents chercheurs, Jean-Louis Plenoche et François Vaillancourt, qui vont vous présenter une étude qui a été faite au Cyrano, et donc le rapport a été publié sur l'adéquation des transferts aux besoins des municipalités. Quelques réflexions sur les enjeux d'équité et d'efficacité. Donc évidemment, c'est un sujet en fait qui nous occupe depuis déjà un certain temps, sur lequel on a plusieurs études qui ont été effectuées. Je pense que c'est un bel exemple aujourd'hui d'études qui est effectuée au Cyrano, qui est dans notre mission à la fois de recherche appliquée, de liaison et de transfert. Donc je vais laisser nos chercheurs nous présenter les résultats de cette étude. Merci beaucoup. Donc, ouais, ça fonctionne. Bon, je présente un peu le plan de la présentation d'aujourd'hui. Présentation en trois points. La première, la mise en contexte, un peu le cadre théorique dans lequel on a travaillé. Donc, c'est quoi des municipalités, c'est quoi des transferts aux municipalités, puis pourquoi on devrait en envoyer. Ensuite, la deuxième partie, la modélisation. On a focusé beaucoup sur une question dans notre recherche qui était la péréquation des besoins versus la péréquation des ressources. Donc, on s'intéressait beaucoup à la question des besoins des municipalités, comment les estimer. Donc, il y a eu un travail économétrique qui a été fait là-dessus qui a été plus important dans notre recherche. Puis, dernière portion, les enjeux. Analyse qualitative, en fait, on a fait une portion qualitative dans notre travail, c'est-à-dire qu'on est allé faire des entrevues auprès de représentants des finances, des directions des finances, d'un ensemble de municipalités diversifiées pour essayer d'avoir leur point de vue sur les transferts, comment ils les utilisent, quelle importance ça a dans leur financement. Donc, on a cette portion-là aussi. Donc, dans la mise en contexte, la première chose, c'est quoi une municipalité? Il faut faire attention à une municipalité, dépendant de où on est dans le monde. Ça ne veut pas nécessairement toujours dire la même chose. Donc, les municipalités du Québec, on a ici des rôles et responsabilités. De manière générale, moi, je dis toujours qu'il y a 4 principaux rôles et responsabilités des municipalités au Québec. Le plus important, c'est généralement le transport. Donc, c'est la voirie locale, le transport en commun. Ça représente, en termes de dépenses, à peu près 27-30% des dépenses municipales. Donc, c'est souvent le morceau important. On a ce qu'on appelle eau et matières résiduelles. Quand on met tout ça ensemble, eau, matières résiduelles, environnement, c'est tout ce qui s'appelle l'environnement, ou hygiène du milieu, je crois qu'on appelle. On va aller chercher un 15% de responsabilité. Sécurité publique, 17%, police, incendie. Puis en bas, vous avez le loisir culture, qui est un autre gros morceau, qui est en fait l'animation culturelle, loisirs, les infrastructures, sport, parcs et tout ça, qui vont entrer là-dedans, qui vont être un 13%. Puis tout le reste, ben, c'est un peu plus petit. L'administration générale, on s'entend, c'est la justice, la démocratie locale. Puis, bon, l'urbanisme en tant que tel, c'est une fonction réglementaire importante au niveau des municipalités, mais c'est pas, budgétairement, c'est pas si important que ça. Donc, en gros, c'est l'environnement dans lequel nous, on travaille. Les dépenses totalisées au Québec, que 18-19 milliards de dollars. Il y a différents strates, si on veut, différents paliers. Ce qu'on appelle les municipalités locales, c'est le très, très gros palier, 18,2 milliards. Si on rajoute les NRC par-dessus, puis tous les CMM et les compagnies, on arrive à 18,7. Donc, en gros, les municipalités locales, c'est ça que nous, on étudie. C'est le palier qui est important. Comprendre que dans d'autres pays ou ailleurs, les municipalités locales, des fois, ont des fonctions en matière de petite enfance, éducation, santé, services sociaux. Tout ça ici au Québec, ça n'existe pas, donc on n'est pas dans cet univers-là. Comment est-ce que ça se finance, les municipalités? Les municipalités, essentiellement, se financent avec une taxe foncière qui représente 52% des recettes des municipalités. Donc, c'est le gros morceau du financement des municipalités. Autres taxes. Dans autres taxes, on a des taxes d'eau, on a des taxes qui sont associées à toutes sortes de choses, mais il y a une partie de ces taxes-là qui sont portées sur les valeurs foncières de toute façon. Donc, dans le 8,8 qu'on a, il y en a une partie qui est l'équivalent du 52 en haut. Puis, si on rajoute ce qu'on appelle les compensations tenant lieu de taxes, donc c'est ce que les gouvernements paient en termes d'impôts fonciers, parce qu'on la couronne ne peut taxer la couronne, mais la couronne est généreuse, elle reverse des compensations qui sont fondées en quelque partie aussi sur les valeurs foncières. Donc, finalement, la valeur foncière locale va aller justifier au-delà de 60% des recettes qui vont être versées sur cette base-là.
Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'important? Bien, il y a les transferts et la tarification. Donc, la tarification, ça représente à peu près 12,4 %. La tarification, c'est les titres de transport en commun, c'est le gros morceau de la tarification locale. Certaines municipalités vont tarifer pour l'eau aussi, mais quand ils tarifent pour l'eau, on appelle ça une taxe d'eau, donc ça compte dans la taxe, même si c'est un tarif. Donc, ça, des fois, c'est un peu mêlant. Puis, la portion qui nous intéresse aujourd'hui, qui est les transferts, c'est une somme de combien? C'est une somme de 2,3 milliards de dollars. Donc, il y a 2,3 milliards de dollars qui part des coffres du gouvernement du Québec et qui est versé aux municipalités pour que les municipalités puissent fournir leurs biens et services, qui représente à peu près 13,2 % des recettes des municipalités. L'inverse de ça, c'est-à-dire ce qui est tout sauf les transferts, c'est ce qu'on appelle des recettes autonomes. Ça nous permet généralement de mesurer l'autonomie des municipalités. Ici, au Québec, c'est 86 point quelque chose, mais tout près de 87 % des recettes des municipalités qui sont prélevées de manière autonome. Ça nous donne une mesure de l'autonomie. Au Canada, c'est dans ces eaux-là un peu partout. Le Québec est un petit peu au-dessus de la moyenne. Quand on va aux États-Unis, c'est généralement moins que ça. Puis partout ailleurs dans le monde, c'est souvent moins que ça. Donc, on a des municipalités qui, toute proportion gardée, sont relativement autonomes. Donc, les transferts, ça représente une portion de leur financement qui est, somme toute, modeste. Mais quand même, on parle de 2,3 milliards de dollars. Puis nous, la question qu'on se posait, est-ce que ce 2,3 milliards de dollars-là qui est envoyé vers les municipalités est fait de manière ou est envoyé de manière appropriée? Là, qu'est-ce qu'on entend par approprié? On va préciser ça, là, mais c'est un peu la question qu'on avait au départ. Maintenant, quand on envoie cet argent-là vers les municipalités, de quelle forme prennent les transferts? Ici, on a 3 types de transferts. Transfert de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va utiliser le transfert pour une dépense de fonctionnement dans la municipalité. Les transferts pour les investissements, donc le gouvernement du Québec participe aux investissements des municipalités, aux immobilisations. C'est des transferts pour investissement. Ce qu'on appelle les transferts de droit, c'est qu'en fait, ils sont associés à aucune dépense. C'est qu'ils sont associés à une autre variable qu'une variable qui serait une variable de dépense. Dans les transferts de droit, il y a 2 morceaux qui sont bien identifiés, puis le reste, ça apparaît dans autres, là, donc c'est différents programmes. Il y en a un, c'est la péréquation, donc 60 millions de dollars est versé aux municipalités dans le but de réajuster certaines inégalités. Puis le 41 millions qui est ici de transfert de droit, c'est quand les municipalités performent bien en matière de recyclage, vont recevoir un transfert qui est proportionnel à leur performance et non pas à leurs dépenses. Okay? Donc, ce n'est pas obligé d'être dépensé dans les matières résiduelles, mais c'est versé par rapport à une dépense ou à une performance qui aurait été réalisée dans la matière résiduelle. Si on regarde les différents postes budgétaires où sont versés les transferts, on remarque que, bon, dans les transferts de fonctionnement, ça sert surtout à faire fonctionner le transport en commun. Okay? Il faut comprendre qu'au Québec, il y a à peine 70 municipalités qui ont des responsabilités en matière de transport en commun sur 1100 municipalités. Donc, ça vous fait 1030 municipalités qui, en fait, ne voient pas nécessairement la couleur de ce transfert-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont juste pas de service de transport en commun sur leur territoire. Donc, c'est le gros morceau. Quand on regarde pour les investissements, le plus gros morceau, c'est l'eau. Okay? Donc, les infrastructures d'eau. C'est le gros morceau. Donc, on voit que c'est les 2 secteurs, le transport en commun et l'eau, qui vont récolter, en fait, au total, là, près de 60 % de tous les transferts vont être dirigés vers ces 2 secteurs-là. Et généralement, la façon dont ça fonctionne, c'est que ça fonctionne à la demande. C'est-à-dire que les municipalités soumettent des projets de demande de financement au gouvernement. Le gouvernement étudie les demandes et va allouer les fonds selon les projets qui lui ont été soumis. On s'est posé la question de la pertinence des transferts aux municipalités. Ça, c'était notre cadre théorique. Donc, petite réflexion théorique. Pourquoi envoie-t-on des transferts aux municipalités? En quoi est-ce qu'il y a une logique économique dans le fait de transférer l'argent d'un gouvernement central vers des gouvernements locaux? Nous, on a abordé 2 enjeux. Je les divisais comme ça. Donc, l'enjeu de l'efficacité. Donc, améliorer l'efficacité dans la production des services et des biens publics. Il y a 4 critères là-dedans. Le premier critère, c'est un critère d'autonomie locale, c'est-à-dire qu'il y a toujours une bonne raison de ne pas envoyer de transfert vers les municipalités. Pourquoi? Parce que le moins qu'ils en reçoivent, le plus qu'ils doivent se financer elles-mêmes, donc être imputables elles-mêmes de leurs propres dépenses et de bien mesurer est-ce que les citoyens ont vraiment cette préférence, est-ce qu'ils veulent vraiment ces services-là. Donc, il y a un lien direct entre ceux qui payent et ceux qui reçoivent. Donc, généralement, le moins on en donne, le mieux c'est sur le critère de l'autonomie, okay? En partant.
Ensuite, les externalités. Là, on parle d'externalités territoriales, c'est-à-dire que c'est possible qu'une municipalité fournisse certains biens et services qui ne sont pas consommés par ses propres citoyens. Et si elle décide de baisser l'offre de ces services-là, c'est les citoyens des municipalités adjacentes qui vont être pénalisés. Puis, en bout de ligne, l'effet négatif sur les municipalités voisines ou sur les citoyens des municipalités voisines serait économiquement inefficace. On peut penser à une municipalité qui aurait une route principale qui la traverse, qui est utilisée pour passer au travers du territoire. C'est bénéfique pour l'ensemble de l'économie, mais ça ne profite pas à la municipalité qui paye pour ça. À ce moment-là, il y a un gouvernement central qui vient et qui dit, bien, vous savez, la voirie locale, c'est pas que local. Autrement dit, il y a un aspect régional à tout ça. Donc, je vais répartir des sommes régionales dans des localités par voie de transfert. La meilleure efficacité s'il y a des externalités. Le problème de déséquilibre vertical, c'est quoi? C'est qu'il y a certains types d'impôts qui sont difficiles à collecter localement parce que les bases sont mobiles. Okay? Donc, si on essaie de taxer les revenus des entreprises au niveau local, bien, les entreprises ont plusieurs filiales et on voit tous les profits là, où les transferts, les taux sont les moins élevés. Et à ce moment-là, c'est très difficile à capter localement. Les gouvernements centraux, eux, sont plus capables parce que c'est plus dur de faire bouger ces flux-là à l'international qu'au niveau local. À ce moment-là, on est mieux d'envoyer dans la responsabilité de prélever cette recette-là aux gouvernements centraux, quitte à ce que lui répartisse au niveau local les recettes. À ce moment-là, le transfert, il sert à quoi? Il sert à avoir accès à d'autres types de revenus pour les municipalités locales sur des bases qui seraient mobiles. La cohérence des politiques nationales, ça, c'est quoi? Bien, c'est que si le gouvernement du Québec met en place des politiques, puis on en parle plus loin, entre autres en matière de réduction de gaz à effet de serre, le gouvernement du Québec dit on va réduire les gaz à effet de serre, on va faire plus de transports en commun. Est-ce que le gouvernement du Québec contrôle une autorité organisatrice de transport? Non, aucune. C'est les municipalités qui contrôlent ces autorités-là. Si le gouvernement du Québec veut que sa politique ait une action en bout de ligne, bien, il faut qu'il convainque les autorités organisatrices de transport qui relèvent des municipalités de mettre en place les transports que lui veut mettre. Donc, en quelque part, ça prend une carotte ou un bâton. Généralement, c'est la carotte qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser le transfert, on va renvoyer ça vers les autorités locales pour qu'elles arriment leur choix avec des politiques nationales. Ce n'est pas nécessairement des choix locaux. Mais il y a une cohérence, puis ça fait en sorte qu'on fait des gains d'efficacité sur les politiques nationales. Maintenant, au niveau de l'enjeu d'équité, bien ça, c'est l'équité, on va parler de déséquilibre horizontal, c'est-à-dire que les ressources sur lesquelles, ou les bases fiscales sur lesquelles on va prélever les impôts, ne sont pas nécessairement répartis dans l'espace de la même manière que les besoins. Donc, une municipalité pourrait avoir peu de besoins et une bonne base fiscale, d'autres pourraient avoir beaucoup de besoins et une faible base fiscale. À ce moment-là, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les ressources sont bien réparties entre les municipalités? On peut utiliser les transferts pour faire ça, de dire, bien, on considère que certaines municipalités sont plus pauvres, on va leur transférer de l'argent. Tantôt, je vous ai dit, au niveau des besoins, en fait, au niveau de l'équité horizontale, dans le 2,3 milliards de dollars qu'on transfère vers les municipalités, il y a 60 millions qui est clairement identifié comme étant de la péréquation. Une des premières questions qu'on a voulu aborder, c'est qu'on a dit 60 millions sur 2,3 milliards, c'est pas beaucoup. Si en plus on considère que le 60 millions sert à rééquilibrer un déséquilibre horizontal sur des dépenses municipales de l'ordre de 18 milliards de dollars, on dit comment est-ce qu'on peut rééquilibrer un morceau de 18 milliards avec une somme de 60 millions. Ça nous paraissait être plutôt modeste. Puis là, on a dit, on va explorer ça. Puis on va explorer ça à travers une question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une bonne adéquation entre les besoins et les ressources? Puis là, la mesure des besoins était un enjeu important ici parce qu'on n'en avait pas vraiment de mesure de besoin. La façon standard dont on fonctionne en finance municipale, c'est généralement des données par habitant. Donc, on prend les ressources, par exemple, la base foncière, on la divise par le nombre d'habitants, puis on regarde si c'est égal. Donc, on fait comme hypothèse que le nombre d'habitants, ça représente les besoins. Nous, on est parti de ça, puis on s'est dit, bien, ça ne peut pas nécessairement être que ça. C'est-à-dire qu'il y a des municipalités qui ont un nombre d'habitants qui dort dans la municipalité la nuit, mais qui travaillent le jour dans la municipalité d'à côté. Donc, le nombre d'habitants le jour et la nuit n'est pas le même dans les municipalités. Donc, est-ce que c'est les habitants du jour, les habitants de la nuit qu'on devrait considérer pour le besoin? Donc, il y a différentes municipalités qui ont différents statuts, entre autres des municipalités en milieu touristique, qui ont une grosse base des gens qui sont sur le territoire, ne sont pas des citoyens. Donc, quand on fait des références par habitant, bien, on ne mesure pas les besoins. Est-ce
on a besoin de les mesurer, puis est-ce que ces besoins-là sont en adéquation avec les ressources? Ça a été un gros pan de notre recherche. On a modélisé tout ça, puis pour présenter le modèle et les résultats du modèle, je vais céder la parole à mon collègue François Vaillancourt. Celui-là, tu penses que ça marche? OK, ça marche. Mais avant que tu ailles trop loin, tu as oublié de dire une chose au début. Avez-vous des questions? Donc, vous m'entendez quand même? Oui, OK, c'est vrai, à cause de Québec. Excusez-moi, Québec, je vous oubliais. Marche ce micro-là? Oui, OK. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce que Jean-Philippe vient de présenter? Parce que j'ai oublié de vous dire que c'est des questions, levez votre main, je n'ai pas. Ça va? Il s'en tire comme ça, lui, il est chanceux. Oui, ferme ton micro parce qu'on va avoir du feedback autrement. Bon, donc, comme a dit Jean-Philippe, on se trouvait à la dernière ligne ici, besoins et ressources. Dans le domaine des transferts, il y a un bon nombre d'écrits qui remontent aux années 50 essentiellement sur comment faire des transferts et surtout comment tenir compte des besoins. Et là, vous avez un paquet d'approches qui existent, qui sont des approches plus ou moins quantitatives, plus ou moins formelles. Et Stéphanie Boulanger, qui est ici, et qui était une des co-auteurs du rapport, c'est celle qui a creusé fortement cette question de trouver comment est-ce qu'on pouvait essayer d'expliquer les besoins et les dépenses comme mesure des besoins. C'est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas vraiment trouver des besoins au sens strict, ils ne sont pas observables. On peut trouver les dépenses et espérer qu'ils sont reliés, sous contrainte de budget, à satisfaire des besoins. Alors, il y a eu une revue des écrits. De cette revue des écrits est sorti un modèle empirique général, puis ensuite des résultats empiriques que vous présentez. Je vais d'abord passer à travers le modèle empirique général, il y a 4 à 7 ans, essentiellement. C'est dans l'ordre où les idées nous sont venues, plus ou moins. Là, je regarde l'ordre que vous avez pris. C'est comme ça qu'on l'a fait dans le texte. Et ensuite, on va voir ce qu'on a réussi à faire en pratique. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Coût unitaire de base, première observation. Ça peut sembler un peu simplet, mais c'est un gros débat dans les écrits. S'il y avait 0 personne dans une municipalité, est-ce qu'il y aurait des coûts? Bien, le cas le plus extrême, c'est en France. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle, je pense? Où trouve-t-on des municipalités sans habitants, avec 0 habitant? Pardon? Non, les communes martyrs de Verdun. Il y a 7 communes dites martyrs de Verdun qui ont 0 habitant et qui ont un statut communal en France. On n'a pas voulu décommunaliser le territoire. Ça m'a intéressé quand j'ai visité Verdun, cet aspect-là, avec des idées un peu perverses, là, je pensais, mais c'est un exemple extrême. Où il y a des coûts fixes d'existence de la commune, financés par le ministère des vétérans, essentiellement, de la guerre. Mais on voulait garder l'existence. Bon. Donc, si on ne mettait pas de constante dans l'équation de régression, on n'aurait pas cette hypothèse-là. On peut la mettre, on peut tester, on va voir si c'est vrai ou non. Question empirique. Population résidente, Jean-Philippe l'a parlé rapidement, il est certain qu'une bonne partie des coûts, on s'attend que ça soit relié au nombre de personnes. Plus il y a de gens dans une municipalité, plus il y a de demandes pour des parcs, plus il y a de demandes pour des lits, des bibliothèques, plus il y a d'usure, des routes, parce qu'il y a plus de routes qui passent dessus, et ainsi de suite. Donc, on penserait qu'il y aurait une relation entre besoins et dépenses et nombre de personnes, par ailleurs, nombre de ménages, nombre de logements. En général, c'est assez correct. Enfin, on peut se poser la question, avec l'évolution de la forme urbaine, si vous avez le même nombre de personnes dans 5 tours en condo versus que dans 1000 maisons unifamiliales, on voit que la relation n'est pas la même, mais ça, pour le moment, on n'en tient pas en compte. L'emploi, c'est l'autre partie que Jean-Philippe a fait allusion, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent en ville. Il y a du monde qui vient de Longueuil pour apprendre, par exemple, le midi. Ils viennent en ville, parce que c'est là où ils le savoir. Ensuite, ils retournent, je ne sais pas où, en banlieue après coup. On se voit 3 personnes de Longueuil dans la salle, c'est tout mon commentaire. Là. Dans certaines villes, ce n'est pas important. Dans certaines villes, c'est négatif. Tout le monde quitte et viennent travailler. Dans la couronne de Montréal, Laval, par exemple, c'est un exemple de ça. Mais à Montréal, on sait bien que matin et soir, le métro est plein de gens qui, en général, se dirigent vers Montréal plutôt que de quitter. Catherine, c'est une exception. Elle quitte Montréal pour aller travailler à Longueuil. C'est ça, je te dire, on a
Vous avez tous travaillé en Montréal. C'est ça, vous êtes des gens qui allaient en sens inverse. Donc, c'est la balance nette, dans le fond. S'il y avait 100 000 Montréalais qui quittaient 5 jours pour travailler à Longueuil, puis 100 000 qui venaient de Longueuil travailler chaque jour, vous avez eu 2 villes, on sera en équilibre zéro. En pratique, c'est pas ça. En pratique, on a plus de 300 400 000 personnes, probablement, qui viennent à Montréal chaque année travailler, chaque jour pour travailler, durant l'année, et donc qui génèrent des coûts. Ces gens-là, ils insistent que les trottoirs du centre-ville soient déneigés le matin. Bon, je ne sais pas pourquoi, je veux dire, chez nous, tranquille, dans un petit quartier de grâce, mais ces gens-là, ils insistent pour ça. Ça nous génère des coûts. Le monde du plateau, ils n'ont pas besoin de ça. Ils vont ici dans le parc. Ils sont bien contents. Vous êtes habitués, vous autres. Donc, c'est une raison. Le problème, c'est que c'est très difficile à mesurer, surtout avec le faux recensement de 2011, dans la Caisse nationale des ménages. Donc, on a pris les données de richesse foncière uniformisées, industrielle, commerciale, institutionnelle, pour essayer de mesurer ça, en disant que pour 2 villes qui ont la même richesse foncière, celle qui a une proportion 2 fois plus élevée de richesse non résidentielle, ben, à moins que ce soit des bâtiments vides qu'on taxe, on peut présumer que c'est des bâtiments qui attirent. Évidemment, vous pouvez avoir une usine très coûteuse avec très peu d'employés, possiblement, puis une usine toute délabrée avec beaucoup d'employés. C'est pour passer la rue Chabanel, il y a beaucoup d'employés, il n'y a pas dans très bon état. Des usines robotisées qui sont en très bon état, qui valent très cher comme installation physique, mais il n'y a pas beaucoup d'employés. Ce n'est pas un proxy parfait, mais c'est ce qu'on a. Nombre de visiteurs ou de résidents temporaires. Ça, je vais avouer que ça, c'est Jean-Philippe qui m'a expliqué ça. Parce que moi, je n'allais pas passer. Mais c'est des gens qui, pas pour le travail, les villégiatures, les touristes, le Festival de jazz de Montréal, j'imagine, vous avez beaucoup de visiteurs temporaires pendant quelques jours qui vous créent une demande sur vos infrastructures, ne serait-ce que nettoyer les rues autour du festival, qui demandent probablement sur le transport en commun pour s'y rendre, et ainsi de suite. Et vous avez donc à ce moment-là quelque chose qui est difficile à capturer. D'ailleurs, dans le débat du financement des arrondissements avait surgi, parce que les gens, par exemple, du plateau nous disent « Oui, mais nous, on attire du monde du reste de la ville chez nous pour profiter de nos infrastructures. Comment est-ce qu'on tient compte de ça dans notre financement? » Pas facilement la réponse. Mais ce qu'on a essayé de mesurer, le nombre de logements occupés, le nombre de chalets, sont 2 indicateurs partiels d'une partie du phénomène. Bon, la superficie, ça, c'est un indicateur bien embêtant. Idéalement, ce que vous voulez, c'est la superficie desservie. Parce que vous avez je travaille au Sri Lanka, présentement, pour la Banque mondiale, il y a quelques municipalités qui sont comme 10 fois plus grosses que les autres. Ah, là, j'ai demandé, non, ça, c'est plein de tigres. On ne leur offre pas de services municipaux. Sur la forêt. En général, on essaie de ne pas aller voir et qu'ils ne nous rencontrent pas. En gros, là, il y a peut-être des gardes-chasse qui interviennent, mais la forêt, là, plein d'animaux. C'est des réserves, on n'est pas mécontents de les avoir, nos tigres, mais c'est une bête féroce. Je me souviens que je ne l'ai pas montré moi non plus, mais ce n'est pas des services municipaux. Donc, idéalement, on aurait, une municipalité de 300 km, mais en pratique, elle a du monde sur 50 km. Puis l'autre municipalité de 300 km, elle a du monde sur 30 km. Donc, celle qui a le même nombre de personnes, disons, sur 50 km, a des services plus étendus et probablement un coût plus élevé. Ça prend plus de kilomètres de route déneigée, et ainsi de suite. On ne sait pas. Je n'ai jamais vu aucun pays où on savait ça jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on en trouvait un jour, là, mais je travaillais partout, on ne sait pas. Fait qu'on prend la superficie comme approximatif. On a pris de fait pour être très strict, parce que c'est juste amusant, c'est la superficie terrestre. On a enlevé les lacs. Ben, la municipalité du lac Simon, du bord de la chute, ça fait une grosse différence. Il y a le petit lac Simon, le grand lac Simon, puis il y a quelques personnes sur le bord des lacs Simon. Comme cette municipalité, si elle offrait des services, je ne sais pas moi, de gardiennage de lac, des services d'aide aux personnes en détresse, mais c'est la Société du Québec qui a ces services-là. Ce n'est pas la municipalité qui a ce genre de services-là. Donc, à ce moment-là, si on parle de la superficie du lac, on surestime quand même ce qu'elle doit desservir. Donc, c'est peut-être technique amusant. L'argent. 2 éléments d'argent, la richesse foncière. Si vous avez une richesse foncière plus grande, ce ne serait pas surprenant que vous dépensiez plus, parce que vous pouvez vous le permettre, et parce qu'il y a une élasticité revenue possiblement peut-être plus grande qu'un pour certains biens publics.
débattable, mais ce ne serait pas étonnant qu'on trouve une chose comme ça. Donc, ça, c'est facile. On pourrait se dire qu'on pourrait prendre le revenu de ménage, c'est assez corrélé. Et le revenu de ménage, à nouveau, à cause du quasi-recensement qu'on a eu en 2011, est beaucoup moins facilement disponible au niveau des municipalités que la richesse foncière, où ça, c'est une donnée annuelle, bien calculée, tout ça. Les transferts, bien, c'est la même chose. C'est de l'argent également. Donc, est-ce qu'on peut expliquer les dépenses? On a eu un débat là-dessus sur notre transfert ou non. On pourrait dire finalement oui, parce que si on n'aimait pas, c'est une variable manquante. Qui est possiblement corrélée à la richesse foncière de deux façons, négative pour la péréquation. On a vu que c'était tout petit, puis positive parce qu'on va demander plus de projets parce qu'on peut s'en payer plus. Ouais. Ça n'était pas une bonne idée. L'inertie ou le dynamisme économique, ben là, c'est l'idée que les villes, c'est pas statique. Oui, la population de Montréal est stagnante et même possiblement légèrement décroissante à travers le temps. La ville de Montréal. Mais, vous savez, dans la deuxième couronne nord, vous allez trouver des villes en croissance rapide, où les ménages s'installent. Même à Laval, probablement, on trouve encore cette croissance. La question intéressante, c'est comment mesurer ça? Directement, il y a un changement de population, puis indirectement, il y a un changement de richesse foncière. Parce que si les gens s'installent chez vous, ce n'est pas dans des tentes, normalement, c'est dans des logements, et donc à ce moment-là, il y a une croissance de la richesse foncière. On va voir des résultats empiriques intéressants parce qu'on n'était pas trop certain quels seraient les effets, et ce qu'on a découvert, je regarde celui-là pour le résultat. Les facteurs sociodémographiques, on n'y croyait pas tellement. On n'y croyait pas parce que la revue des écrits faite par Stéphanie, des fois ça passait, des fois ça passait pas, des fois ça avait assez positif, des fois ça avait assez négatif. L'âge, l'éducation. Fait que, bon, c'était pas nécessairement très, très évident comment trouver ce genre de choses-là. Par contre, les facteurs institutionnels, ça, c'est assez clair dans plusieurs études que ça a un impact dans chacun des cas étudiés. Mais évidemment, le Québec est différent de tous les cas étudiés. Je pense aux municipalités régionales de l'Ontario, par exemple, qui avaient eu un impact positif sur les dépenses publiques des municipalités. Alors, on n'est pas ça. Nous, on a quoi? On a tout le monde dans une MRC, sauf dans une agglomération. Puis certains sont des CMM. Donc, on se dit, bon, il vaut mieux tester pour ce type de résultats et voir qu'est-ce que ça donne. Et donc, les données, c'est données du MAMOA pour 2014, donc les données financières officielles fournies par la municipalité, qui étaient disponibles pour le travail. Le recensement de 2011 en paie nationale. On a entre 1086 et 1092 municipalités qui sont les variables utilisées. Ça ne vaut pas la peine de rapporter le N. Pas suffisamment, mais moins de 1% de l'échantillon. Le choix des variables, c'est par habitant. Dans le tableau que Jean-Philippe a présenté, il y avait une petite ligne, il n'était pas marqué électricité. À peu près 2% des recettes, un peu moins de 2% des recettes. Il y a, c'est 9. C'est 9 municipalités au Québec qui opèrent encore leur propre réseau de distribution électrique, dont une sur la ville de Montréal. Bravo. Mais il y a aussi Sherbrooke que M. connaît. Là. Il m'a dit, lui, j'aurais pu demander Sherbrooke, il aurait su. Il y a 9 municipalités, Sherbrooke est la plus grosse, c'est fait en termes de recettes. La question était. Oui, ça oui. Certains produits, exactement. Il y en a qui ont des rivières dans leur ville, qui distribuent les produits. Bon, quand on a nationalisé la Shawinigan Light and Power en 1962, le gouvernement du Québec a choisi de ne pas imposer la nationalisation au réseau électriques, je vais appeler locaux. Certains se sont joints au Québec, d'autres sont restés indépendants. C'est un modèle qui est beaucoup plus courant en Ontario, où la plupart des villes ont leur Utilities Commission, Kingston Utilities Commission ou Toronto, qui sont responsables de la distribution électrique dans leur ville, mais en général ne produisent pas, contrairement à ce qu'on peut trouver. Alors la question a été, est-ce que ça serait une source de rente? Le fait d'avoir son hydroélectricité permettrait de générer des profits? On s'est rendu compte que non. C'était comme une entreprise publique bien gérée. Vous avez un petit peu de profit peut-être, mais en gros, dépenses égalaient recettes. Donc, on a enlevé ça.
parce qu'on sait vraiment pour. Ça nous a un peu embêté, cette affaire-là. On a pas mal creusé pour se rendre compte finalement qu'on pouvait l'enlever sans problème. Et la variable de dépenses municipales inclut dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Bon, là, on a eu un grand débat avec Bernard Dafla là-dessus, qui lui avait dit pourquoi vous avez fait ça, vous ne pouvez pas séparer. Et il y a une couple de raisons. Premièrement, dépenses d'investissement, vous rappelez intérêt, et ainsi de suite. Bon, c'est pas si gros que ça. Okay? C'est le fonctionnement qui domine. Investissement, on sait qu'on ne pourra pas facilement l'expliquer par des facteurs stables, parce que ça n'arrive pas à travers le temps. Et économétriquement, on a testé les deux, puis on ne gagne rien à garder séparé. Bon. À un moment donné, quand il n'y a pas vraiment d'argument pour le faire, c'est plus simple de le faire comme ça. On a pris la loi du radar d'Occam, on l'a appliqué pour dire on prend l'approche comme ça. Alors, j'ai essayé de mettre les chiffres les plus gros possibles, parce que c'est pas trop petit quand même, c'est du 20. Donc, je n'ai pas réussi à avoir la 24, ça ne m'en fait pas. La dernière colonne est la plus complète. Okay? Celle de gauche, donc la spécification, si vous voulez, la première. En passant, la population, c'est pas 10, c'est également 0,01 également. Je ne sais pas si c'est pas ça pour la première fois, mais en gros, population en général significative, sauf vers la fin. Emploi, ce qu'on a réussi à trouver, n'était pas très significatif. La présence de visiteurs de logements inoccupés, donc les chiffres enfoncés sont significatifs. Ça a un impact sur les dépenses per capita. Okay? La superficie a toujours un impact sur les dépenses per capita. Donc, ça veut dire quoi? 0,04, ce n'est pas un gros impact, mais c'est en dollars par habitant. Qu'est-ce qui arrive si j'augmente 1 km de superficie? La RFU, également un impact très stable, toujours significatif. Les transferts également. Ce qui est intéressant, regardez changement RFU, changement de population. Lorsque vous êtes dans une municipalité qui s'enrichit, donc un changement positif de la richesse foncière uniformisée par habitant, à la marge, ça accroît la dépense. Alors que la municipalité où la population augmente, ça décroît la dépense par habitant. Toujours la dépense par habitant. Ben, ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit qu'essentiellement, quand votre municipalité croît rapidement, vous courez après pour rattraper, pour offrir les services. Durant cette période de croissance, là, plus elle est élevée, plus elle aura un retard par rapport à ce qui aurait été, disons, la moyenne de municipalités croissance zéro. Probablement parce que ça prend un certain temps pour décider de rajouter un parc, augmenter la station de pompage d'eau, faire une nouvelle usine de traitement, ou ainsi de suite. Il y a une série de dépenses qu'il faut faire. Il faut aller chercher des subventions au Québec, peut-être, sur demande, on parlait tout à l'heure. Et tous ces facteurs-là font que vous prenez un retard dans votre dépense par capita par rapport aux municipalités. Par contre, quand votre argent à vous augmente, votre RFU augmente, votre capacité finalement de vous financer, là, vous ne vous gênez pas. Vous pouvez dépenser plus. Finalement, différentes variables institutionnelles. Alors, CMET 0 ou AGLO 0, c'est les communautés métropolitaines, les agglomérations prises ensemble, être ou ne pas être dedans. Alors que CMM, CMQ, ben, c'est Montréal et Québec. Et puis, AGLO-MTL, AGLO-Québec, AGLO-Longueuil, c'est trois agglomérations. Marche-tu, petit machin rouge? Regardez ça ici. 1916 versus 422. Donc, l'effet dans l'agglo de Montréal vous coûte plus que 4 fois d'être dans l'agglo de Longueuil. Les autres agglos, ce n'est pas significatif. Québec est entre les deux. Donc, si on examine la dimension des institutions municipales en termes de l'impact sur les dépenses per capita des municipalités, il faut vraiment distinguer selon le type d'institution. On ne peut pas dire c'est des agglos, ce n'est pas des agglos. Bon, CMM, il y en a juste deux, d'un point de vue, c'est un peu plus évident. Bon, DR carré, on va 0,5, 0,55. On va rappeler les résultats ici. Le point important, on arrive à la prochaine, estimation non pondérée. Il y a un débat dans les écrits dans ce domaine.
Ça, cette approche-là, ça revient à dire que dans votre calcul de régression, chacune des municipalités a le même poids. Alors, Montréal, la plus grande municipalité du Québec, puis Île-d'Orval. Pour ceux qui connaissent vraiment Montréal, vous savez où est Île-d'Orval. Il n'y a personne qui habite là l'hiver, il y a du monde qui habite là l'été. C'est comme le cas extrême. C'est la même chose, c'est une observation, un X dans le calcul des régressions. Il y a du monde qui dit, ouais, pas très convaincant cette idée-là. Peut-être qu'on devrait tenir compte de leur importance relative des municipalités. On peut le faire, on le fait comment? On ne peut pas le faire avec les dépenses au RFU ou ainsi de suite, ça serait un peu, je vais dire, les gens qui ont plus de dépenses sont plus importants dans l'équation de dépenses, ça serait un petit peu tautologique. Mais on peut faire pour la population. Ça s'appelle un peu l'approche, si on veut, démographique. On dit, oui, on donne des poids observations, puis les poids sont la proportion de votre municipalité à la population totale de l'échantillon. Alors, ça, c'est l'estimation pondérée. La chose qu'on constate, le R carré augmente d'à peu près 50 %. Il y avait 0,5 à 0,55, 0,7 à 0,75. Les résultats population restent pareils. Emploi change. Ça recule, oui. Emploi n'était pas significatif. Emploi le devient. Superficie reste similaire. RFU devient un peu plus important. Et dans les changements, c'est seulement le changement de population qui est encore négatif, comme on s'attendait. Là, on retrouve seulement Montréal, qui a un effet agglomération Montréal différent des autres et qui est à peu près la moitié. On avait 1916, à peu près la moitié de l'effet d'agglomération d'intégration. Par contre, l'ennui de cette régression-là, c'est pour des calculs de péréquation, c'est un petit peu embêtant. Pour expliquer, c'est le fun, mais si vous avez du monde à des maires de petites municipalités, j'ai donné un poids plus grand à la Ville de Montréal dans mes calculs pour les paramètres, ça va, les devront faire des préventions, ils vous regardent, ça veut dire quoi? Oui, c'est statistique, ça veut dire quoi ça? Expliquez-vous. Et donc, pour le travail scientifique, oui, pour le travail de politique publique, c'est plus embêtant. Et maintenant, ça, c'est l'idée originale de Jean-Philippe qui va vous présenter. Parce que moi, je n'ai pas vraiment compris cette idée-là. J'ai fini par la comprendre, là. En fait, dans l'introduction de notre étude, on dit que c'est une étude exploratoire. Qu'est-ce qu'il y a d'exploratoire là-dedans? Bien, en partant, c'est qu'on essaie de mesurer les besoins des municipalités, puis on sait très bien que c'est une approche casse-gueule, c'est-à-dire que c'est très difficile de mesurer les besoins des municipalités, puis d'arriver avec des résultats qui sont incontestables, c'est impossible. Okay? Donc ici, on travaille avec des données d'une seule année, donc déjà en partant, on se met en position de faiblesse. Puis après, on a des résultats qui, si on les pondère, sont significatifs. Si on les pondère pas, sont pas significatifs. Après, bon, généralement, on aurait peut-être dû tout saucissonner les municipalités par tranche de population, mais dans les tranches d'en haut, on aurait eu une seule municipalité parce qu'on aurait fini par dire, bon, mais Montréal, on ne sait plus quoi faire avec. Donc, on a fait le choix de se dire, on va pousser jusqu'au bout notre raisonnement en se disant, ben, que les régressions soient pondérées ou pas, généralement, les coefficients sont très similaires, ou du moins ils se ressemblent. C'est le niveau de significativité, des fois, qui va varier. Mais on est capable de voir qu'il y a des facteurs qui influencent les besoins des municipalités. Puis, évidemment, les besoins, ça ne peut pas être lié à la richesse. Donc, il faut neutraliser les effets de richesse, il faut neutraliser les effets de croissance, puis prendre les autres facteurs, puis les appliquer, puis de se dire, au final, est-ce qu'on pourrait avoir une équation qui pourrait nous donner une idée des besoins? Puis après ça, aller voir avec cette équation-là à quel point les besoins que nous, on estime, qui sont basés sur ça, qui sont discutables, à quel point ça s'écarte des moyens dont disposent les municipalités pour financer ces besoins-là. Donc, l'équation qui est ici, c'est celle qu'on a récupérée à la fin. On a gardé 4 variables qui nous semblaient être significatives, puis on leur a mis des coefficients arrondis. Arrondis par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on trouvait. Donc, je vous donne un exemple. La population, on avait trouvé des coefficients qui varient entre 0,001 puis 0,003, mais la plupart, c'était tout le temps 0,001. Donc, on a dit, bon, la population, on va mettre 0,001, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'emploi, bien, l'emploi n'était pas significatif dans les modèles non pondérés. Pourquoi ce n'était pas significatif dans les modèles non pondérés? C'est parce que notre mesure de l'emploi, qui est dans le fond les valeurs foncières
institutionnel, commercial et institutionnel, commercial et industriel. En fait, dans certaines très petites municipalités, ça donne des mesures complètement aberrantes. Pourquoi? Parce qu'ils ont 4 habitants et une grosse usine, puis là, c'est comme si ça devenait un pôle d'emploi astronomique, puis ça sort complètement du sens. Par contre, dans les grandes municipalités, la variable est tout à fait correcte. Donc, quand on pondère, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on étouffe les petites municipalités avec des données aberrantes, puis on garde les grandes qui ont des données beaucoup plus cohérentes, puis on arrive à un coefficient. De là, bon, on a dit 1600, on a dit on va garder 1000. Okay? Donc là, vraiment, on est dans l'arbitrage. Okay? On est dans l'exploration. Ensuite, au niveau des visiteurs, les visiteurs, c'est un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que dans les grandes villes, il n'y a pas vraiment de visiteurs. En fait, il va y avoir beaucoup de touristes à Montréal ou à Québec, ils ne sont jamais assez nombreux pour que ça paraisse. Okay? De toute façon, on n'avait pas de mesure du tourisme, on avait une mesure de la villégiature. Mais quand vous arrivez dans Mont-Tremblant ou dans Saint-Sauveur, dans les municipalités des Laurentides ou des cantons de l'Est, bien là, vous pouvez passer du simple au double. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de maisons qu'il y a de personnes pour les occuper. Pourquoi? Parce que les autres, c'est des chalets. Puis là, effectivement, on a des écarts de mesure. Donc, quand on pondère, cette variable-là, elle n'a plus trop de sens. Mais quand on ne pondère pas, dans les petites municipalités, ça fait des grosses différences quand il y a une population de villégiature ou pas. Donc, on avait des coefficients qui variaient pour la villégiature entre 0 parce que ce n'était pas significatif et l'eau, on a gardé 10. Puis après ça, bien, la superficie, ça, c'était assez standard dans toutes les estimations de 0,43, 0,47, on a dit, bon, entre les deux, 0,45, on y va. La richesse. Là, c'est important de comprendre. Ici, ce que j'ai fait comme exercice, c'est que j'ai simplement pris les coefficients, et je les ai multipliés par un écart type pour dire, quand je m'éloigne d'un écart type de la moyenne, quel effet ça a sur les dépenses municipales en proportion des dépenses municipales. Là, j'ai des min et des max. Juste pour vous dire que si vous avez une population qui s'éloigne d'un écart type des dépenses municipales, au maximum, si on prenait notre coefficient maximum, on aurait une variation de 10 alors 9,2 des dépenses. Donc, la population peut bouger vraiment beaucoup sans que l'impact soit très, très important sur les différences en termes de dépenses. On prend l'emploi. L'emploi, bien là, ça dépend du coefficient, mais l'emploi, ça pourrait avoir un impact plus important. Pourquoi? Parce que la mesure d'emploi, elle est plus petite, donc le coefficient va avoir un impact plus grand. Puis là, si on descend jusqu'en bas, la dernière ligne est peut-être la plus importante. La richesse foncière uniformisée divisée par la population, c'est la mesure standard qu'on utilise de richesse des municipalités. Quand la richesse passe d'un écart type, comprenez que la moyenne, un écart type, c'est 140 000 par habitant. Okay? Mais là, vous pouvez varier de 60 des dépenses municipales. Donc, finalement, la richesse est un des déterminants les plus fondamentaux des dépenses municipales. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est neutraliser ça. Comment est-ce qu'on neutralise ça? Bien, c'est simple, c'est dans l'équation ici, là, le fameux 1470 $ qu'on donne à toutes les municipalités en partant. On suppose qu'elles ont tous la même richesse. On suppose qu'elles ont tous le même taux de croissance. La seule chose qui peut déterminer les besoins, en réalité, c'est si c'est des grandes municipalités avec beaucoup de population, beaucoup d'emplois, beaucoup de visiteurs ou un très grand territoire. C'est exploratoire parce que c'est très discutable comme approche. Cela dit, dans certains pays, on fait de la péréquation basée sur des approches qui ressemblent à ça. C'est juste que si on voulait être un peu plus rigoureux dans ce qu'on fait, ben on ferait plus d'économétrie, plus de modèles, plus de données sur des temps plus grands. Mais pour essayer d'arriver avec une équation à la fin qui nous permet de dire, bien, nous, on pense que les besoins, c'est pas juste par habitant, c'est oui par habitant, mais avec d'autres facteurs qu'on ajoute à ça. Et on a fait l'exercice, on a calculé. À l'heure actuelle, le fameux 60 millions de dollars qu'on donne en péréquation aux municipalités, le seul critère sur lequel on se base, c'est la richesse foncière par habitant. Toutes les municipalités qui n'ont pas 80 % de la médiane dans la distribution des valeurs foncières par habitant de l'ensemble des municipalités, donc les municipalités qui se retrouvent en bas du 80 %, on comble le manque à gagner avec la péréquation. Donc, ce n'est pas une péréquation qui ramène tout le monde au même niveau. Okay? On comprend qu'il y a des écarts. On veut juste s'assurer que ceux qui n'ont pas minimalement 80 % de la richesse foncière uniformisée par habitant, qu'eux vont pouvoir se ramener vers le seuil qui est 80 % de la médiane. Donc, ça concerne peu de municipalités. En fait, c'est à peu près 325 municipalités du Québec qui sont visées par le 60 millions. Nous, on a calculé, si on voulait combler l'écart complet avec les données dont on dispose, combien on aurait dû verser. On aurait dû verser 160 millions au lieu de 60 millions. Okay? Donc, en gros,
on ne compte pas tout l'écart, on compte une partie de l'écart avec le 60 millions par rapport au seuil fixé. Si on avait voulu l'atteindre au complet, on aurait fallu en avoir un petit peu plus. Mais on se dit, le 60 millions, il n'est quand même pas à des années-lumière du 160 non plus. Cela dit, ça ne tient pas compte des besoins. Si on rentre dans l'équation, on dit non, ce n'est pas la richesse foncière uniformisée par habitant, mais la richesse foncière uniformisée par besoin. Ceux qui n'ont pas 80 d'écart, en fait, qui n'ont pas minimalement 80 de la médiane des recettes par rapport aux besoins, s'il fallait combler le manque à gagner, combien faudrait-il verser? Au lieu de 160 millions, il faudrait verser 870 millions. Donc, autrement dit, l'écart par rapport aux besoins est plus grand que l'écart juste en per capita. Mais il faut faire attention. La seule différence entre ces deux chiffres-là repose sur 3 municipalités au Québec. Okay? Essentiellement, une seule comble à peu près tout ça. Elle s'appelle Montréal. Et c'est là qu'on s'est dit, ah, c'est bizarre, Montréal ressort. En fait, notre modèle estime très bien les dépenses de Montréal parce que quand on rentre Montréal ici, Montréal dépense à peu près 3 300 $ par habitant. Si on rentre les chiffres ici, on arrive à 3 500, on n'est pas loin. Donc, on comprend pourquoi Montréal aurait des besoins plus importants parce qu'elle a une grosse population, c'est un pôle d'emploi, ce n'est pas un enjeu de superficie. Okay? Le problème avec Montréal, c'est qu'on est capable de comprendre qu'elle a des besoins supérieurs, mais quand on regarde la richesse foncière uniformisée par habitant à Montréal, elle est dans la moyenne. En fait, elle est sur la moyenne. Donc, Montréal est une ville moyenne en termes de richesse, mais une ville extraordinaire en termes de dépenses. Si je ne tiens compte que des ressources, Montréal n'est pas désavantagée, elle est sur la moyenne. Donc, c'est sûr qu'elle n'est pas en dessous de 80 de la médiane. Cela dit, est-ce que le ratio des ressources et des besoins est proportionnel? Non, parce que les besoins sont extraordinaires, les ressources ne le sont pas. Donc, quand je calcule ces deux choses-là ensemble, est-ce que Montréal se retrouve sous le seuil de 80 de la médiane au Québec? Oui. Donc, Montréal, selon le calcul, qui est très discutable, devrait recevoir la péréquation et un montant là, de l'ordre, en fait, de 600 ou 600, je n'ai pas le montant par cœur, mais c'est de l'ordre de 600 millions de dollars de péréquation qu'elle devrait recevoir. Une fois que j'enlève Montréal de mon modèle, tout ce qui me reste, ça diminue beaucoup, ça ressemble beaucoup à ça, et toutes les municipalités qui reçoivent déjà recevraient des montants qui sont très similaires. C'est là qu'on s'est dit, ah ben tiens, on a fait un gros travail pour arriver à la conclusion qu'en fait, il y a très peu de municipalités au Québec qui ne sont pas bien servies par le modèle actuel. Il y a en fait que Montréal, gouvernement régional et UHA David James et la TSUQ. Pourquoi ces deux territoires-là? Parce que c'est des territoires qui sont très vastes par rapport aux habitants qu'ils ont. Donc, c'est des territoires qui sont particuliers et ils ont, sauf la TSUQ, à ma connaissance, ils ont des statuts particuliers de toute façon. Montréal a maintenant son statut métropole. Le territoire régional David James n'est pas une municipalité comme les autres, elle a un statut particulier. Donc, on s'est dit, dans ces circonstances-là, est-ce que c'est pas plus simple de juste admettre le fait qu'on a des municipalités qui sont particulières avec des besoins particuliers et de ne pas entrer dans un débat de péréquation des besoins qui, lui, nous amène dans des modèles qui sont discutables, débattables, complexes et qui, au final, ne donnent pas nécessairement des résultats tant que ça meilleurs que le système actuel. Donc, on s'est retrouvé finalement à conclure que c'est intéressant de voir que des municipalités particulières, que si on prend en compte leurs besoins, si on prend en compte leurs besoins, il faudrait peut-être réajuster les transferts. Mais pour 3 municipalités, est-ce qu'on fait une réforme du financement des municipalités? Peut-être que non, d'autant plus qu'on a déjà des statuts particuliers pour ces municipalités-là. Donc, finalement, on est revenu à la conclusion qu'on n'avait pas, on avait réinventé la roue, finalement. C'est là que ça nous avait amené. La dernière portion de notre recherche, c'est une portion qui est plus qualitative. Plus qualitative, c'est qu'en fait, on voulait faire 2 choses dans notre recherche. On voulait être capable de trouver un modèle qui estime les besoins des municipalités, puis on voulait aller valider auprès des municipalités leurs besoins. Autrement dit, on voulait faire parler les chiffres qu'on avait. C'est très modeste comme démarche. On a rencontré 9 municipalités. Dans un monde idéal, on aurait rencontré 50. C'est une question de moyens. Okay? On n'avait pas les moyens d'en rencontrer 50. On est allé, on s'est fixé un objectif. On va en rencontrer 9. On va les prendre sur des profils très diversifiés. Puis on va aller mesurer justement certains enjeux qu'on prenait en compte dans nos modèles quantitatifs, mais qu'on avait de la misère à saisir seulement avec l'analyse des données. Puis on est allé mettre des mots sur ces données-là, qui nous a permis d'avoir une compréhension beaucoup plus profonde, non seulement des mécanismes qui nous permettent d'estimer les besoins,
mais aussi de l'utilisation qui est faite par les transferts dans les municipalités et leur vision de ce qui devrait être des bons transferts ou pas. Je vous présente ici un tableau où on a la liste des municipalités qu'on a rencontrées. On ne rencontrait pas les politiciens ou des choses comme ça. On s'en tenait à ceux qui gèrent les finances dans ces municipalités-là. On parlait seulement d'enjeux financiers. Et on a sélectionné les 9 de quelle façon? C'est simple, on essayait de prendre des municipalités qui étaient écartées par rapport à notre modèle. Okay? Que quand on rentre leurs besoins dans notre modèle à nous, puis qu'on a la dépense réelle à la fin, il y a un écart qu'on ne comprend pas. Okay? Donc ici, vous avez des quintiles. Donc, on essayait de sélectionner dans le premier quintile ou dans le dernier quintile des municipalités qui ont des profils variés, qui viennent de régions différentes, qui ont des populations différentes, et qui ont un usage varié aussi des transferts. Donc là, on avait beaucoup de critères, puis ça devenait assez complexe. Puis en même temps, quand on les appelle, ils nous disent « oui, on veut vous rencontrer ». Ça, c'était un autre critère aussi. Donc, tout ça faisait en sorte qu'on en a rencontré 9. Vous avez ici donc des populations qui varient entre 3 700 et 74 000. Donc, les populations assez variées. On a systématiquement éliminé toutes les municipalités de moins de 2 000 habitants parce qu'il y en a un nombre important au Québec, puis on jugeait que, de toute façon, nous, on voulait se concentrer sur celles qui avaient un peu plus de population. Donc, on a coupé la ligne là. Donc, on n'a pas de très petites municipalités. On en a des moyennes, mais à 3 000, on n'est quand même pas si haut que ça. Mais c'est quand même moyen parce que la majorité des municipalités ont moins que 2 000 habitants au Québec. Puis, on est allé jusqu'à le plus grand qu'on pouvait. Là. Donc, on est allé à Drummondville, 75 000. On ne voulait pas de Montréal ou de Québec. Là. On voulait quand même une municipalité d'une taille un peu plus modeste. Et puis, on a les dépenses qui sont ici, là, les dépenses par habitant, puis ça nous donne un peu la raison pour laquelle ils sont dans le quintile premier ou dernier. C'est que le modèle n'arrivait pas vraiment à capter ce que ces municipalités font exactement. Pour vous donner une idée, Saint-Adolphe-d'Howard, la raison pour laquelle le modèle ne capte pas ce qu'il y a, c'est que 50% des immeubles résidentiels à Saint-Adolphe-d'Howard sont des chalets. Même si on a mis une variable dans notre modèle, on n'arrive pas à saisir l'ampleur du phénomène. Saint-Adolphe-d'Howard a 3 726 habitants. Eux autres, leur budget, leur planification annuelle est sur 10 000. Okay? C'est comme ça qu'ils doivent fonctionner. C'est très difficile quand on modélise d'essayer de capter ces effets-là. East Angus, c'est une ville-usine. Une usine qui représente 1/3 des coûts d'approvisionnement en eau, 2/3 des coûts de traitement des eaux usées. C'est juste une usine pour toute la municipalité. Donc, évidemment, il y a des coûts dans les infrastructures d'eau qui sont astronomiques par rapport à la population. On ne peut pas le comprendre tant qu'on n'a pas mis les pieds dans la municipalité. Et c'est très difficile à saisir dans une base de données. Qu'est-ce que j'ai d'autre de voir? Il y a des municipalités qui sont propriétaires d'infrastructures qui, à certains endroits, sont du domaine privé. À Matane, la municipalité est propriétaire du port, est propriétaire du golf, est propriétaire des arénas, est propriétaire d'une station de ski. Donc, vous avez des services municipaux qui sont définis à Matane d'une façon que vous ne retrouvez pas dans les autres municipalités. Généralement, ailleurs, tout ça, c'est soit le gouvernement fédéral ou les secteurs privés qui fournissent ces services-là. Donc, vous avez des services qui sont hyper diversifiés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir ces gens-là, on leur a parlé, on leur a posé des questions, on a pris en note leurs réponses. Puis, en gros, je mets en 3 points ce qui ressort de ces entrevues-là. Le premier point, c'est, on s'en doutait, mais en même temps, il faut se le faire raconter pour comprendre. Quels les besoins particuliers. Il y a des besoins particuliers dans certaines municipalités et ces besoins-là sont irréguliers. Donc, non seulement il y a une irrégularité dans le temps, une régularité dans l'espace. C'est-à-dire qu'on a beau comparer des municipalités entre elles sur les dépenses, c'est très difficile de comprendre qu'est-ce que chacune des municipalités fait. Puis aussi, plus les municipalités sont petites, moins elles arrivent à lisser les investissements dans le temps. Puis même certaines dépenses de fonctionnement. Ils organisent un festival une année, ça va rentrer dans les dépenses de fonctionnement, mais ça va faire sauter un poste budgétaire qui d'habitude est d'1 million, il va monter à 3 millions une année, puis là, ça affecte les dépenses totales. Donc déjà, notre année 2014, elle est représentative de quoi exactement? C'est difficile parce que les données fluctuent dans le temps. D'une municipalité à l'autre, pour des populations égales, des géographies égales, bien, on n'a pas les mêmes services municipaux exactement non plus. Donc, ça rend très complexe les analyses des besoins, ce qui fragilise un peu encore plus nos conclusions sur les besoins. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, on a fait une étude exploratoire, on a voulu y aller, on a voulu voir ce que ça donnerait, mais on le sait que des chiffres de besoins, c'est très, très complexe à construire, puis ça reste toujours très fragile.
Ensuite, mécanisme d'attribution des transferts, puisqu'on leur a posé des questions sur les transferts. On a dit, nous, on travaille sur les transferts, vous en recevez, savez-vous combien vous en recevez, comment vous les recevez, comment vous les avez eus, comment vous trouvez que les mécanismes, est-ce que, selon vous, il y a des enjeux. Ce qui est ressorti beaucoup là-dedans, c'est que pour les municipalités, les transferts ne sont pas considérés comme des recettes prévisibles. Pourquoi? Parce que ça va à la demande. Ils ne savent pas ça va être quoi le programme l'année prochaine puis l'autre année d'après. Ils ne sont pas capables de l'anticiper budgétairement. Okay? Puis quand il y a une année où il y a un programme puis ils disent « oui, ça s'accorde exactement sur mon besoin », ils font une demande, ils ne savent pas si la demande va être acceptée non plus. Donc, dans la plupart des municipalités, ils n'arrivent pas à budgéter les transferts. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont projeter une idée dans le futur d'un transfert qu'ils pensent qu'ils peuvent peut-être avoir. Ils n'en ont aucune idée. Donc, pour eux, c'est une recette aléatoire, pratiquement. Donc, ce n'est pas une recette qui est vue comme étant prévisible. Donc, la plupart des transferts sont vus comme des recettes non prévisibles. Puis, les modes d'attribution ne sont pas super bien compris. En fait, pour ceux qui font de la recherche ici, là, les chercheurs, on fait souvent des demandes de subventions, puis nous-mêmes, on est toujours dans le néant, à ça, on ne comprend pas pourquoi on l'a pas eu. Les municipalités sont beaucoup dans cette optique-là, c'est-à-dire que ça va à la demande, donc ils soumettent des projets, puis on leur dit, bien, vous, votre projet, non. C'est très difficile pour eux de comprendre, puis ils se regardent entre eux, puis ils disent, ouais, mais l'autre municipalité, elle l'a eu, moi, je ne l'ai pas eu, je n'ai pas trop compris pourquoi. C'était quoi les critères, quels critères je n'ai pas bien eu. Donc, il y a beaucoup de difficultés pour les municipalités à comprendre quels sont les buts, parce que ce ne sont pas des financements qui sont récurrents. Ce n'est pas comme un financement par capita. Bien, écoutez, vous avez tant de population, je vous signe un chèque de temps par habitant, voilà, c'est terminé. Ce serait clair, ils sauraient combien ils reçoivent, puis ils pourraient l'anticiper. Comme ça va à la demande, bien, des fois ils l'ont, des fois ils ne l'ont pas. Puis bien, à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est que souvent, ils s'essayent sur tout. Tout le temps, systématiquement. Donc, ils bombardent le gouvernement d'un paquet de demandes. Et ces demandes-là doivent être traitées. Donc, là-dessus, il y a une inefficience sur la gestion des dossiers parce qu'on surcharge le ministère de demandes pour être sûr qu'il y en ait une qui sort. Certaines municipalités ont même des stratégies de saucissonner les projets en se disant bien, si je me fais dire non au complet, ça va me faire mal, donc je vais le mettre en 3 phases, puis je vais faire 3 demandes de subvention. Puis s'il y en a une des 3 qui passe, bien, je suis content, je vais avoir eu un tiers. Donc, on est vraiment dans des dynamiques qu'on ne comprend pas les mécanismes, puis on essaie d'user de stratégies pour aller chercher plus d'argent. Donc, à ce niveau-là, il y a des enjeux pour éventuellement clarifier un peu les objectifs. Puis la dernière qui nous a éclairé aussi beaucoup, il n'y a pas de demande de la part des municipalités pour de la péréquation. Et là, je vous dis ça, on a parlé à des municipalités qui reçoivent de la péréquation, on a parlé à des municipalités qui n'en reçoivent pas. On leur a posé systématiquement toujours la même question. Parlez-nous des inégalités dans le financement des municipalités. Puis la plupart ont dit, bon, ils sont revenus des fois sur les transferts. Ben oui, vous savez, mon voisin, il a eu tel transfert, moi, je ne l'ai pas eu. Mais personne n'a systématiquement dit, bien, vous savez, la péréquation n'est pas assez généreuse. Même ceux qui en recevaient, ils disaient, bien, vous savez, nous, quand on reçoit de la péréquation, on aime ça. Puis quand on n'en reçoit plus, on aime ça aussi. Ça veut dire que ça va bien. Donc, la péréquation, elle va être un petit montant de 60 millions dans une grosse mer de 18 milliards de dépenses. Il n'y a pas vraiment, du moins dans les gens que nous, on a rencontrés, on n'a rencontré que 9, si on avait rencontré 250, on aurait peut-être eu un portrait différent. Mais il n'y a pas d'enjeu de demande locale sur la péréquation. D'ailleurs, si on fait une revue littérature, qu'on regarde les journaux, on ne voit pas une levée de bouclier des municipalités qui disent, écoutez, il y a trop d'inégalités entre nous, on voudrait combler ça avec la péréquation. Il n'y a pas de demande publique pour ça. Donc, nous, on a fait un travail d'aller vérifier si la péréquation qu'on faisait était adéquate, si les transferts étaient bien. On en revient à la conclusion que ce qu'on fait, c'est pas si mal que ça, mais pire encore, c'est qu'au final, il n'y aura personne pour porter le flambeau de se dire, oui, on veut de la meilleure péréquation, parce qu'au niveau local, ce n'est pas un enjeu qui est ressorti. C'est beaucoup plus l'enjeu de la complexité des programmes, la manière dont les fonds sont acheminés vers les municipalités. Là, il y a une certaine demande pour faire peut-être un peu de ménage, améliorer l'efficience dans la manière dont on distribue ces transferts-là. Mais au niveau de l'équité horizontale, ce n'est pas ressorti comme un enjeu. Donc, sur le plan, nos grandes conclusions, sur le plan de l'efficacité, on avait un modèle théorique au début. On a dit pourquoi on fait des transferts. Ça peut être, entre autres, pour influencer les municipalités à suivre les politiques nationales. Au Québec, l'essentiel des transferts sont orientés vers l'eau et le transport en commun. C'est très cohérent avec des visions qui ont été portées au niveau national, réduction des gaz à effet de serre, politique nationale de l'eau.
on pousse beaucoup les municipalités à s'améliorer dans ces secteurs-là et on canalise des fonds transférés aux municipalités sur ces deux postes de dépenses-là, ce qui, sur le plan de l'efficacité, est tout à fait cohérent. Rien à dire nécessairement là-dessus. Les objectifs des programmes des transferts ne sont pas compris des municipalités. Bien, ça, on l'a dit, c'est vraiment un enjeu. C'est potentiellement l'enjeu le plus important qu'on fait ressortir. Les recettes qui en dépendent, elles ne sont pas stables, ne sont pas prévisibles. Donc, d'essayer de trouver des mécanismes qui font en sorte qu'une municipalité peut les trouver plus prévisibles. Il y a un programme de transfert qui vient, là, qui est le problème de la taxe sur l'essence et des contributions du Québec, qui, lui, est généralement négocié sur des 4 ans avec des montants qui sont redistribués entre les municipalités selon des critères objectifs. Donc, ce n'est pas à la demande, c'est systématique. Et ça, c'est généralement le programme préféré des municipalités. C'est la méthode qu'elles préfèrent avoir, c'est-à-dire sur 4 ans, je sais combien j'ai de subventions qui viennent à travers ce programme-là. Ils doivent les mettre sur les infrastructures de transport en commun et d'eau. Donc, il y a quand même, ils sont attachés, étiquetés, mais il n'y a pas de processus nécessairement de demande qui vient tout le temps. Puis sur le plan de l'équité, comme on vous a dit, on a trouvé qu'il y avait une différence entre une péréquation des besoins et une péréquation des ressources. Cette différence-là repose sur très peu de municipalités, dont Montréal, qui est un gros morceau. Donc, j'enlève ou je mets Montréal dans mon équation, ça change tout. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a découvert, c'est que Montréal est une ville particulière. Ce n'est pas une très, très grande découverte sur le plan scientifique. Mais ce qu'on a aussi découvert, c'est que finalement, l'équation des besoins et des ressources, si on ne prenait que les autres municipalités, la différence n'est pas aussi grande que ce que nous, on se serait attendu au départ. Et étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de demandes non plus pour cette péréquation-là, nous, ce qu'on dit, c'est que la péréquation des besoins, c'est un concept très intéressant, mais ce n'est pas nécessairement une politique publique qui devrait être mise de l'avant dans les prochaines années parce qu'on a des risques de s'en aller dans cette direction-là, puis on n'aura pas changé le visage nécessairement des finances municipales en faisant ça, si on le faisait. Ça conclut ce qu'on a à dire. Avez-vous des questions? Ou est-ce que François a un commentaire à faire? On se met tous les deux côte à côte sur les questions. On avait 1 heure, on a pris 1 heure. Parce que le Mac nous a retardé en parlant. Donc, il nous reste une quinzaine de minutes pour les questions. Donc, je suppose qu'il y a des gens qui ont des questions. Sinon, on pourrait demander, je peux demander à M. Galipo de nous dire comment la Ville de Montréal fait ses demandes de subventions. Roger? Tu saucissonnais pas dans ta jeunesse, toi? Tu n'as jamais aimé de saucisson public? Oui, Catherine, puis ensuite, monsieur en arrière. Donc, je ne sais pas le nom, monsieur, nous écoute. Merci. Dans votre recherche des besoins, il y a quand même une idée que je pensais dans le concept des besoins. Est-ce que c'était le concept vraiment de population besoin de la municipalité? Puis je nuance parce qu'il y a un certain facteur quand tu fais surtout dans les municipalités, les budgets sont assez fixes dans le temps. Il y a des structures organisationnelles qui ne peuvent pas vraiment changer d'année en année. Je travaille à la Ville de Montréal, je pense que la Ville de Montréal, c'est peut-être plus vrai là. Mais on pense aux conventions collectives, on pense, dans le fond, au Québec, on ne fait pas du zero-based budgeting. Le budget, ce qu'on dépense, c'est beaucoup influencé par ce qu'on faisait l'année dernière. Donc, ce facteur-là, ce qui est population, peut être différent de ce qui est besoin, qui est à cause de la structure. On n'a pas fait ça. On avait une vision, c'était une vision, je dirais, structurelle des dépenses. C'est-à-dire que c'est exact, si vous voulez, le meilleur facteur pour expliquer ce qu'une municipalité dépense autant de T, c'est de dépenser en T-1. J'aurais des R carré de 0.8, 0.85, sans aucun problème. Rien qu'avec ça. Sauf que ça m'ennuie toujours, cette approche-là, parce que en T-1, pourquoi ils vont dépenser? Parce que c'est en T-2, ils vont pas venir dans l'IR, puis c'est pourquoi ils ne dépensaient pas des dépenses municipales. Donc, comme l'objectif est d'essayer de trouver des facteurs qui peuvent guider le gouvernement dans sa façon d'attribuer des montants pour tenir compte de différences de besoins mal desservis, et ainsi de suite, on n'avait pas le choix de faire ça comme ça. On avait eu une variable qu'on a envisagée à un moment donné qui était la part des salaires. On essaie de tenir compte de la flexibilité par rapport au privé. Puis, je suis bien d'accord que Montréal a une quantité industrielle de conventions collectives, des planchers d'emploi. J'admire pas mal les gestionnaires de Montréal qui essayent de se débrouiller avec ça très souvent. Moi, je ne serais pas mal. Mais ça aurait été une idée intéressante. Par contre, je pense que la plupart des emplois municipaux sont maintenant syndiqués.
pu avoir des indicateurs de rigidité des conventions collectives, si on peut développer un tel indicateur, aurait été vraiment intéressant. En fait, la variable qu'on avait, c'était la masse salariale sur la dépense. Et on supposait que c'était un proxy pour la proportion des services faits en régie par rapport à ce qui aurait été imparti en contrôle privé. Cette variable-là n'était pas significative, c'est pour ça qu'on l'a retirée, on n'était pas capable de faire quoi que ce soit. Monsieur? Oui, bonjour, Jean Terrien de la Ville de Montréal. Justement. Je suis content de constater que maintenant, la Ville de Montréal est désavantagée par le système de péréquation. Oui, je vous ai vu sourire tout à l'heure. Mais j'ai quand même une question. Comme j'ai manqué les premières minutes de la conférence, c'est peut-être que vous êtes intéressé au programme de péréquation uniquement. Non, l'ensemble des transferts. L'ensemble des transferts, mais on a passé beaucoup de temps sur la péréquation, qui est un petit morceau. Parce que si on regarde les budgets de la Ville des dernières années, les transferts conditionnels et inconditionnels gouvernementaux à la Ville uniquement, c'est tout autour de 100 millions, 120 millions par année. J'essayais de faire la corrélation entre ce chiffre-là et 60 millions au niveau national. Le 60, c'est la péréquation au sens stricto sensu. Là. OK, c'est ça. Puis, nous, dans le fond, ce qu'on dit, c'est l'existence d'un programme de péréquation qui est associé à un pourcentage déficitaire de refus, en gros. Donc, pour les pauvres en termes de potentiel de recettes. Je pense qu'on peut le mettre comme ça. C'est peut-être pas nécessairement ce qu'il y a de mieux s'il y a des pauvres en besoin de dépenses, en coût. Alors, imaginons que, je ne sais pas moi, le fait d'avoir la montagne centre-ville de Montréal triple beaucoup d'entretien routier quand il faut déneiger. C'est pas vrai, là? Vas-y, je vais la faire comme ça, comparé à Laval, qui est une morne plaine. Bon, à ce moment-là, vous diriez, chose égale par ailleurs, si je voulais que les gens soient identiques sur tous les autres domaines, je devrais faire quelque chose pour aider Montréal parce qu'il y a une montagne dans Montréal qui m'a donné son nom, je veux bien, mais bon. Alors, c'est le genre de choses qu'on cherchait à mesurer, est-ce qu'il y avait vraiment des besoins mesurés par les dépenses per capita observées. C'est là qu'on arrive, on dit, si on regarde ça, la ville, Jean-Philippe disait, est riche comme le reste du monde, elle dépense bien plus. Bon, on peut dire peut-être qu'elle dépense trop. Le commentaire de Catherine, ça pourrait être que la structure syndicale particulière de Montréal, vous savez que quand on fusionne toujours à la norme la plus généreuse. Hein? Il n'y a personne qui voit une conseil collectif de dénigrer après une fusion, mais si vous regardez de Kirkland est mieux payé que sur Montréal, au moment de la première fusion, tout le monde a bénéficié, et ainsi de suite. Alors, c'est possible qu'une des parties de ce qu'on observe provienne de ça. Oui, puis ensuite, madame, excusez-moi, il y a une droite. Oui. De Longueuil, lui, fait que. Oui, j'avais jusqu'à quel point que votre modèle, ou certains indicateurs du modèle des variables pourraient être réplicables à d'autres niveaux, comme là, si c'est provincial vers le municipal, par exemple, au fédéral vers le provincial. Alors, évidemment, la pondération, tout ça, c'est pas la même, mais est-ce que certaines variables, selon vous. Le problème, c'est le manque d'observation. On aurait seulement 10 observations de relations fédérales-provinciales, donc je n'ai pas assez de degré de liberté pour faire ça. Mais c'est certain qu'on peut. C'est le modèle australien de péréquation qui a potentiel, besoin et coûts unitaires dedans, utilise quelquefois des données auxiliaires tirées de régression, mais en général, ce sont des analyses comptables fines qui sont utilisées dans ce cas-là. Donc, si on 6 États plus 2 territoires, il y a 8 entités qui reçoivent des péréquations, Commonwealth, État, qui ensuite font des péréquations auprès des municipalités. Mais l'approche théorique générale est valide. Juste que l'approche économétrique, dans ce cas-là, est un peu plus délicate. C'est pas les mêmes fonctions non plus. Hein. C'est qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est parti de l'idée que le par habitant ne fonctionne pas dans les municipalités parce qu'il y a beaucoup trop de mobilité entre les municipalités et les fonctions ne sont pas les mêmes. Donc, on s'est dit que l'emploi n'est pas réparti de la même façon que la population ni les visiteurs. Donc, on est parti de cette hypothèse-là de se dire que les besoins pouvaient varier selon ces choses-là. Si on avait à le faire au niveau provincial, par exemple, bien là, les variables socio-économiques deviennent beaucoup plus importantes. Nous, nos variables socio-économiques ne sont pas pertinentes. Pourquoi? Parce que si on regarde les services municipaux, il n'y en a aucun qui s'adresse ou qui devrait être vraiment changeant selon les données socio-démographiques. On ne fait pas d'éducation au niveau local, on ne fait pas de santé, on ne fait pas de petite enfance. Dans beaucoup de pays dans le monde, ces fonctions-là sont municipalisées en partie. À ce moment-là, évidemment, la population 65+, bien là, ça génère un facteur de coût. Les 0,15, ça génère un facteur de coût. Les 0,4 par-dessus. Donc là, ça devient pertinent. Donc, nous, à notre niveau, on l'a quand même testé parce qu'on s'est dit tout d'un coup qu'il y a quelque chose qui sort de là. Notre attente, c'était que ce ne soit pas significatif.
et ce n'est pas significatif. Donc, on n'aurait pas les mêmes variables, on n'aurait pas les mêmes facteurs de coût à ce moment-là. Je suis quand même considérant la variable superficie. Vous avez mentionné enlever la superficie des lacs. Oui. Est-ce que vous avez posé la question par rapport aux forêts? Non, parce qu'on ne sait pas. C'est ce que je disais. Hein? Je disais que ma forêt où je suis dans le cas, je ne sais plus quel animal, des tigres, des éléphants, whatever, en tout cas, le féroce qui risque de vous manger. Les éléphants, ça peut t'écraser. Les éléphants, ça tue pas mal de monde en Inde, hein, chaque année. Oui, alors, dans le cas, oui, dans le cas où j'ai fait de l'étude, là, pour les simulations pour les transferts, j'ai mis la superficie moyenne plus un écart type. J'enlevais à peu près pour 10 des municipalités de chaque province du Sri Lanka, j'enlevais quelques kilomètres, je calculais ma part. Donc, moi, je pense que ça affecte les résultats. J'ai arbitrairement dit, bien, vous êtes bien trop gros, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, je ne récompense plus, juste parce que vous êtes gros. Ici, c'est un petit peu délicat parce que je ne savais pas pourquoi. Je pense qu'entre autres, là-dessus, que ça doit être gros en termes de territoire, j'imagine. C'est pour ça qu'il arrive déficient, mais il n'y a personne dans ce territoire-là là-dessus. C'est une ville qui se vide. Et le but qui reste, on se concentre dans le noyau urbain. Donc, dans le fond, c'est incorrect ce qu'on a fait, mais on n'a pas moyen de le savoir. Mais ça serait la variable idéale dans bien des cas, c'est bien frustrant. La densité ne sert pas non plus parce que c'est le nombre de personnes par kilomètre, mais c'est pas où ça. Beaucoup d'endroits où je travaille, c'est ça, du désert, tout un village. La municipalité est grande en termes de son désert. Il y a 3-4 chameaux, c'est tout. D'autres questions? Un avis de Roger Galipeau sur comment faire des demandes à la Ville de Québec? Là, il faudrait que tu viennes en avant pour t'entendre. Il y a eu des municipalités. Je pense qu'il y a un micro, là. Il y a eu Les gens qui sont derrière il y a eu des fusions aux États-Unis, pas à l'échelle d'une province, là, à l'échelle un peu comme l'île de Montréal, où c'était les revenus par rapport au nombre d'habitants, puis si ça dépassait tel pourcentage, c'était remis aux plus pauvres. Puis éventuellement, les plus pauvres, à cause qu'ils ont reçu certains revenus additionnels, ont progressé, puis la moyenne était raisonnable et intéressante. Alors, je ne sais pas si dans votre étude, vous pouvez faire ça. Je ne suis pas un économiste. Oui, ça, c'est de la péréquation intra-région métropolitaine de recensement, c'est ça. On n'a pas ça, bon, je ne pense pas que la CNL serait très pour ça. On n'a pas ça au Québec, présentement. On en a à l'intérieur de la ville, dans les arrondissements. D'un certain point de vue, la fusion a rendu à la fois public des transferts intra-vieille ville de Montréal et créé des transferts intra-nouvelle ville de Montréal. Si on veut. Dernière question, ou ça va? On vous remercie de nous écouter.